Bienvenue à tous et bienvenue à la série de conférences de Cancer de l'ovaire Canada. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rémi Kamal, responsable régionale du Québec chez Cancer de l'ovaire Canada et je suis ravie d'être votre modératrice ce soir. J'aimerais commencer en reconnaissant les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous sommes rassemblés aujourd'hui. Même si nous sommes réunis virtuellement, prenons un moment pour apprécier l'importance des territoires où nous vivons et pour réitérer notre engagement et notre responsabilité à améliorer les relations entre les nations ainsi que notre propre compréhension des peuples autochtones et de leur culture. Donc, avant de commencer, je vais juste vous apporter quelques précisions d'ordre administratif. Donc, vous pouvez utiliser le chat pour nous poser vos questions tout au long de la séance. Il y a aussi la boîte questions et réponses où vous pouvez indiquer vos questions, donc soit l'un ou l'autre. Et finalement, la séance sera enregistrée et elle sera disponible sur notre site web dans notre bibliothèque de ressources virtuelles au cours des prochains jours. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, ce soir, je suis heureuse d'accueillir Sébastien Dufresne, qui est physiothérapeute et titulaire d'un doctorat en médecine expérimentale. Il détient un poste permanent de professeur-chercheur agrégé au sein du département des sciences de la santé de l'UQAC et est copropriétaire de la clinique Physio-Onco Expert. Sébastien, je te cède la parole. Donc, je te remercie pour l'introduction. Je remercie aussi la Fondation de pouvoir m'inviter, de m'avoir invité, mais je remercie surtout les gens qui ont décidé de venir assister à ce webinaire. Je sais que les situations que vous vivez en ce moment ne sont pas faciles, mais je suis heureux de savoir que vous êtes dans une quête de la recherche d'informations qui pourra potentiellement vous être utile. Je vais débuter mon partage. Je vais juste m'assurer que tout le monde puisse bien voir qu'est-ce que je suis en train de partager. On voit ton écran. Super. Parfait. Donc, avant de commencer, lorsque j'ai été invité en discutant avec notre modératrice, on a décidé dans cette présentation-là d'exclure tous les éléments qui étaient liés à la santé pelvienne, comme entre autres les problèmes d'ordre sexuel ou les problèmes d'incontinence qui peuvent découler d'un cancer de l'ovaire. Ce n'est pas parce que c'est des éléments qui ne sont pas intéressants à discuter et des approches pour lesquelles la physio n'a pas une efficacité, mais c'est simplement parce que dernièrement, l'une de mes collègues, la physiothérapeute Stéphanie Bernard, a offert une présentation à la Fondation sur ces thématiques-là. Donc, pour éviter une redondance et pouvoir nous laisser plus de temps à aborder des complications autres, j'ai simplement décidé de les exclure. Toutefois, si ça vous intéresse d'avoir de l'information à ce sujet-là, je vous ai mis dans la diapo que vous avez sous les yeux, le lien YouTube où vous pourrez retrouver la présentation de Stéphanie à ce sujet. Peut-être que vous avez été intrigué par le titre de ma présentation qui se veut « Le cancer de l'ovaire, un voyage de la Terre à la Lune ». En fait, dans cette présentation-là, on va avoir 3 messages clés que j'aimerais que vous reteniez de la présentation. Mon rôle aujourd'hui, c'est de vous justifier pourquoi je vais vous avoir suggéré 3 messages clés qui pourraient peut-être vous aider. En fait, quand on regarde la littérature scientifique des 60 dernières années, il y a des grandes leçons qu'on a apprises lorsqu'on regarde la réalité des personnes qui sont atteintes d'un cancer, que ce soit celui de l'ovaire ou les autres. La NASA a mis en place des mesures de contre-mesure quand on a un astronaute qui va dans l'espace. Et je vais vous expliquer pourquoi j'aime faire cette analogie-là. Vous savez, un astronaute, c'est un athlète pratiquement. C'est une personne qui est entraînée à faire une mission bien précise. Elle va passer plusieurs années à se préparer avant d'aller dans un espace, dans l'espace, un environnement qui est hostile pour son corps. On sait que l'astronaute va avoir plus ou moins des prédispositions à vivre des complications quand il est dans l'espace. Peut-être que vous avez en tête
un retour d'un astronaute qui, au moment de la conférence de presse, immédiatement après son retour, s'effondre parce que sa musculature a fondu et qui a été incapable de maintenir son propre poids lorsqu'il était de retour sur la gravité terrestre. Donc ça, c'est des signes que les personnes astronautes vont vivre des changements pendant leur mission. On sait que ces changements-là vont être influencés par 3 facteurs. D'abord, il y a des facteurs de risque que je vous ai nommés ici comme étant initiaux, c'est-à-dire l'âge et les habitudes de vie. Un astronaute qui est plus âgé, qui serait fumeur, par exemple, aurait plus de chances de vivre des impacts prévisibles. Il y a aussi des facteurs de risque qui sont liés à l'environnement de l'espace en lui-même, le fait qu'il n'y a pas de gravité, qu'il y a de la radiation du Soleil qui est plus grand qu'à la surface de la Terre. Donc, en changeant l'environnement, le corps est exposé à quelque chose de nouveau et il peut en être vulnérable s'il n'a pas la capacité de se protéger. Ensuite, quand ils sont dans la navette spatiale, leur environnement indirect est changé parce qu'ils vont avoir un niveau d'activité physique qui va être différent, une alimentation qui est différente. Souvent, les astronautes perdent du poids pendant cette période-là. La combinaison de ces 3 facteurs-là fait en sorte qu'on a des symptômes prévisibles pour lesquels la NASA prépare ses astronautes. Les symptômes sont des atteintes cognitives, une diminution de l'immunité, donc le système immunitaire est moins efficace pour combattre des infections ou pour combattre une maladie. On a une atrophie cardiaque, donc le cœur devient plus petit. S'il est plus petit, il est moins efficace pour assurer ses fonctions. On peut avoir de l'anémie. Si on a de l'anémie, on va avoir de l'essoufflement, on va avoir de la fatigue, on va avoir des symptômes d'un manque d'énergie. On peut aussi avoir des atteintes gastro-intestinales qui sont de tout ordre, qui peut aller du ballonnement, qui peut aller à la constipation, à la diarrhée, des problèmes d'absorption. On va aussi avoir une intolérance à l'effort, donc des tâches qui sont habituellement réalisées sans effort, qui sont simples à faire dans la vie quotidienne, deviennent de plus en plus un fardeau dans un contexte d'hypogravité. Quand on n'a pas de stress mécanique, un peu de l'effet de la gravité sur les muscles, ils deviennent de plus en plus faibles. Quand les astronautes sont dans l'espace, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'il n'y a pas de gravité. Donc, les muscles ont besoin de produire moins de force pour assurer un mouvement. Si le muscle est moins fort, l'os sur lequel s'attache le muscle devient de moins en moins rigide. Pourquoi? Parce que le corps se débarrasse de ce qu'il n'utilise pas. Dans l'espace, l'os n'a pas besoin d'être aussi solide que sur Terre. Ce que je viens de vous décrire, c'est des changements physiologiques qu'on connaît depuis 60-70 ans et pour lesquels il existe des plans, des programmes pour essayer de les rendre réversibles en préparant la personne pendant, après et surtout avant leurs vols spatiaux. Vous n'êtes pas ici pour entendre parler des astronautes, mais si j'ai pris 5 minutes pour vous introduire, c'est parce que quand on est atteint d'un cancer et qu'on va avoir des traitements et qu'on va avoir des changements dans nos habitudes de vie, vous vivez les mêmes répercussions sur l'ensemble de vos systèmes que celui qui était dans l'espace. C'est un parallèle. Je déclare dès maintenant une petite nuance. Chaque personne est différente. Chaque type de cancer est différent, dépendamment du type de traitement, du stade de la maladie, de vos antécédents personnels, les répercussions peuvent être différentes. Cependant, quand on trace des points communs entre la majorité des personnes, on s'aperçoit qu'une personne qui, au moment du diagnostic, avait plus de facteurs de risque, donc les personnes qui étaient un peu plus âgées, les fumeurs, les personnes qui avaient une sédentarité ou qui avaient des comorbidités comme entre autres de l'hypertension, du diabète. C'est des personnes qui étaient prédisposées à la base à avoir un peu plus de complications lorsque les traitements surviendront pour traiter la maladie. Dépendamment du type de traitement, surtout dans les chimios, souvent on utilise un mot, la chimiothérapie, mais il faut garder en tête que la chimio, en fait, c'est plusieurs agents thérapeutiques, vous le savez bien, vous l'avez probablement vécu, qui sont différents. Mais chaque agent va avoir des effets indésirables qui sont
qui sont différents, mais qui vont atteindre pas qu'un seul système, mais qui vont avoir une répercussion sur plusieurs systèmes. Et plus on a des systèmes qui sont affectés, plus vous allez avoir des symptômes ou des complications qui étaient prévisibles parce qu'on connaît les mécanismes d'action des médicaments. Ensuite, on a, dans le cas de la personne atteinte de cancer, on a aussi des facteurs indésirables. Lorsqu'on vit un cancer, il y a un choc. On a un changement d'habitude de vie. Si vous étiez au travail, probablement que pendant cette période-là, vous êtes en arrêt de travail. On a donc un environnement social, un environnement physique, un environnement spirituel qui change et qui fait en sorte qu'on a des contre-coups qui peuvent être aggravés. Donc, cette première diapositive-là, c'est pour faire un parallèle que c'est un changement physiologique qui est prévisible. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin pour comprendre. On va revenir à mon astronaute parce que c'est un peu l'ancrage que je veux que vous compreniez bien. Je vous ai dit tout à l'heure que les astronautes sont sélectionnés parmi les meilleurs. Hein. Souvent, on va dire que c'est la crème de la crème et ils vont s'entraîner pendant de nombreuses années avant d'aller dans l'espace. Les astronautes sont connus pour avoir des habitudes de vie un peu rigides. C'est des personnes qui sont très actives, qui vont avoir une diète qui est contrôlée. Les heures de sommeil sont contrôlées parce que le sommeil, c'est essentiel pour la guérison, pour l'amélioration des composantes physiques, mais aussi pour les composantes cognitives. Au final, c'est des personnes qui sont connues pour avoir une capacité physique qui est largement supérieure à la moyenne de la population. Ils sont aussi connus pour avoir un fonctionnement de leurs organes qui sont parfaits. Pourquoi? Parce que les agences spatiales ne viendraient pas prendre un risque d'envoyer une personne qui pourrait avoir un problème de santé dans l'espace. Là, ils pourraient avoir difficilement accès à des soins pour aider la personne. Quand vous descendez dans l'image un peu plus bas, on voit qu'ils sont prédisposés aussi. Donc, d'un point de vue des cellules, d'un point de vue génétique, on a des avantages. Ces personnes-là sont génétiquement avantagées. Ce qui fait en sorte, et c'est là que ça devient intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Vous voyez le graphique ici sur l'axe que je suis en train de vous montrer avec mon curseur. C'est écrit le pourcentage de la réserve physiologique. C'est quoi la réserve physiologique? Chaque personne, en fonction de sa génétique, de son état de santé global, va avoir ce qu'on appelle une réserve énergétique qui lui rend la possibilité de fonctionner et de se dépasser. Plus vous avez une personne qui a de bonnes habitudes de vie, plus elle est jeune, plus elle est active, plus elle va avoir une réserve physiologique qui est grande. Quand on a un événement, comme dans mon exemple ici, un vol spatial, la réserve physiologique va commencer par être haute au départ. Pourquoi? Parce qu'on est dans nos habitudes de vie, on est dans le moment où il n'y a pas d'agent stressant, on est sur Terre. Pendant le vol, vous voyez les points. Ici, on voit que la réserve physiologique baisse. Quand votre réserve physiologique baisse, il peut apparaître des symptômes. Plus la réserve physiologique est basse, plus votre corps va s'approcher de la comorbidité. Et plus vous êtes dans la comorbidité, plus vous allez être dans un état où les symptômes sont particulièrement grands. Vous voyez qu'après le vol, chez l'astronaute, parce qu'à la base, c'est une personne qui est en santé, quand l'environnement revient favorable, donc quand il revient sur Terre et qu'il reprend ses habitudes, on est capable d'augmenter ici sa réserve physiologique, mais si vous observez attentivement, vous voyez qu'après le vol, on ne revient pas exactement à 100 %, du moins pas rapidement. C'est pour dire que parfois, il y a certaines agressions, il y a certains environnements qui exposent une personne à avoir un impact qui peut être irréversible. Ici, dans la case jaune, ce que j'attire votre attention, c'est parce que les personnes, avant d'avoir une exposition à l'hypogravité, ce qui est un élément qui est particulièrement agressant, bien, la personne, elle était particulièrement bien en santé, ce qui fait en sorte que le déclin qu'elle a eu pendant son vol a été largement insuffisant pour apporter l'astronaute dans la zone de comorbidité, là où il développerait des maladies importantes.
Donc, quand on a une agression, la NASA, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut, pendant le vol, faire des contre-mesures pour que l'astronaute préserve au maximum sa réserve physiologique pour être sûr qu'il va avoir le moins d'impact néfaste au courant de sa vie. Maintenant, on va délaisser l'astronaute, mais on va garder le concept de la réserve physiologique et on va regarder qu'est-ce qui se passe durant le continuum. D'abord, il faut savoir que contrairement à l'astronaute qui se prépare toute sa vie à avoir une sortie dans l'espace, une personne qui reçoit un diagnostic de cancer ne peut pas se préparer de la même façon parce qu'il n'y a personne qui veut un cancer, puis ça ne se planifie pas. Ça arrive souvent de manière fortuite et là, on a un choc. Mais il faut savoir que quand on a un diagnostic de cancer, il y a une maladie. Il y a un fonctionnement d'un organe. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est au niveau de l'ovaire. On a un fonctionnement qui est altéré. Si on a un fonctionnement qui est altéré, on va avoir conséquemment une communication de cet organe-là avec les autres organes qui va être différent de d'habitude. Au fil des traitements, on va observer aussi un phénomène de ménopause précoce qui s'installe et qui va venir lui aussi, ce phénomène-là, influencer les autres organes. Regardons la réserve physiologique maintenant. Au moment du diagnostic, c'est le moment où la personne est à son meilleur parce que le cancer, oui, il est néfaste, mais sur la réserve physiologique, c'est beaucoup plus les traitements qui vont avoir des contre-coups négatifs. On s'entend que les traitements contre le cancer sont essentiels. Ils sont extrêmement importants pour assurer la survie, pour gérer la maladie, mais ils ont comme effet pervers d'influencer négativement la réserve physiologique. Ici, vous voyez qu'au niveau du traitement, avant le début, on était approximativement à 100% pour illustrer le concept, et là, le déclin est en train de s'installer dès le début des traitements. La vitesse du déclin va varier d'une personne à l'autre en fonction de facteurs qu'on va regarder tout à l'heure. Mais j'attire votre attention que vous voyez que lorsque les traitements sont terminés, qui se trouve à être le point que je suis en train de vous montrer avec mon curseur, on assiste dans la littérature habituellement à 3 trajectoires. On va avoir la trajectoire la plus sombre, c'est-à-dire qu'après les traitements, soit qu'on a une récidive ou qu'on a un traitement qui a été extrêmement lourd de conséquences et que la personne continue son déclin de sa réserve physiologique et atteint la zone de comorbidité. Les patients qui se dirigent en soins palliatifs ou en soins de fin de vie vont évoluer dans cette trajectoire-là. On a une deuxième trajectoire qui est particulièrement fréquent chez les survivants. Donc, c'est un peu un phénomène de plateau où on voit qu'on a de la difficulté à remonter la pente. Donc, on reste dans une faible réserve physiologique et on a un léger déclin qui s'installe. Ici, c'est quelques pourcentages par année. À ce moment-là, la personne va s'habituer à vivre avec une certaine réserve physiologique, mais elle va avoir une incapacité à ce moment-là à reprendre le dessus sur certaines activités, sur certains éléments du fonctionnement qu'elle faisait avant son cancer. Lorsqu'on regarde la troisième trajectoire, souvent c'est la trajectoire des personnes qui vont venir chercher de l'aide, comme l'aide de la réadaptation ou d'un programme de contre-mesure. Vous voyez qu'on est capable de récupérer un plus grand pourcentage de la réserve physiologique. Plus la réserve physiologique est grande, meilleur est votre état de santé. À l'inverse, plus cette réserve est faible, plus on s'approche d'un stade de comorbidité. Donc, les complications qu'on a en oncologie est le reflet d'une réduction de la réserve physiologique. Bon, quand on parle de réserve physiologique, peut-être que vous vivez une arthropathie, des courbatures, des problèmes musculaires, des problèmes de fatigue, des problèmes de neutropénie, des problèmes de neuropathie périphérique, des problèmes cardiaques. La réserve physiologique
va être différente d'un organe à l'autre. Et plus vous avez un organe qui est affecté dans sa réserve physiologique, plus c'est à cet endroit-là que vous allez observer les premiers symptômes. Quels sont les facteurs qui influencent cette fameuse réserve physiologique-là? On a des facteurs qu'on ne contrôle pas, comme l'âge, la génétique. Il y a aussi les autres conditions de santé, comme l'hypertension, entre autres, ou le diabète. Prenons un exemple de l'hypertension. On sait qu'il y a beaucoup de types, il y a certaines formes d'hypertension qui peuvent se traiter par des habitudes de vie. Donc, quand on fait la promotion des saines habitudes d'un point de vue de la nutrition ou de l'activité physique, c'est entre autres pour jouer sur des conditions de santé qui sont connues pour avoir un effet sur la réserve physiologique. Dépendamment du type de tumeur ovarienne, donc le type de cellule initiale et le type de traitement reçu, bien, ces éléments-là vont avoir une influence importante sur la réserve physiologique. Il y a d'autres habitudes de vie, il y a d'autres éléments, par exemple, que tout le monde dans l'auditoire a un contrôle dessus. Les habitudes de vie, l'alimentation, le niveau d'activité physique, le sommeil, le tabagisme, ou plutôt l'absence de tabagisme, une consommation d'alcool avec modération ou une absence dans certains cas, c'est des éléments sur les habitudes que vous avez un contrôle et qui peuvent favoriser votre réserve physiologique. Je sais que parfois, quand on a une fatigue en oncologie, avoir quelqu'un qui promouvoit l'activité physique, on peut se dire c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Vous avez raison, mais dans un bon plan, avec une bonne prise en charge, la fatigue peut se gérer rapidement lorsqu'on a les bons outils en place. Donc, le retour aux habitudes de vie, ça se fait avec un plan qui est bien structuré et c'est un élément essentiel des programmes de contre-mesure. Les habitudes de vie, il faut savoir que pour tout le monde, pour vous, pour moi, pour monsieur, madame, tout le monde, vont toujours être influencées par notre compréhension de notre état de santé ou de la maladie, des croyances que vous avez et des attentes que la personne va avoir par rapport aux bénéfices de l'habitude de vie en question. Il faut savoir qu'on n'est pas là pour juger les croyances ou les attentes, mais il faut juste savoir que quand une personne n'est pas intéressée à une activité, c'est possible que c'est simplement un problème soit de connaissance ou que c'est une croyance qui est différente de la nôtre. Donc, il faut s'adapter à cet endroit-là. Mais il faut savoir que plus la réserve physiologique est faible, plus la personne va avoir un grand besoin de soutien. Donc, un des messages importants de cette diapositive-là, c'est que pour avoir le moins de besoin de soutien, il faut que vous ayez la plus grande réserve physiologique possible. Et ça, c'est vrai pour les gens qui sont atteints d'un cancer ovarien, mais c'est vrai pour les autres types de cancers et la population en général. Je suis désolé d'avoir mis cette diapositive-là en anglais. Je n'ai pas eu le temps de faire une traduction, mais on va quand même en discuter parce que je pense qu'elle est simple à comprendre. À la diapositive précédente, je vous ai mentionné que plus la réserve physiologique est basse, plus on va avoir de besoin de soutien qui est grand. Cet article-là, dans le fond, cette image-là provient d'un article scientifique, définit c'est quoi les besoins dans le cas des personnes qui sont atteintes d'un cancer ovarien. Quel est ce fameux besoin de soutien-là? Vous voyez qu'il y a 7 familles de besoins. Donc, des besoins physiques, des besoins reliés aux complications d'ordre sexuel, des besoins d'ordre émotionnel et psychologique. La nouvelle littérature tend à rajouter ici le domaine spirituel, la spiritualité étant plus la quête de sens et non l'élément de religion, même si toute religion est une forme de spiritualité. Des domaines qui sont aussi d'ordre organisationnel, donc les défis liés au continuum de santé pour recevoir les traitements, pour être sûr d'avoir les bons outils, les bons traitements au bon moment et aussi pour être capable de les coordonner. Et ça, quand on a une complication tardive, parce que tout à l'heure, on va en parler,
c'est un besoin ou un défi qui devient particulièrement grand d'un point de vue de l'organisation de la santé parce que c'est souvent passé sous le radar. On va en reparler. Pour les personnes qui sont en âge de travailler, bien, retourner au travail après ou maintenir le travail pendant un cancer, c'est un besoin qui devient particulièrement important et qui va être fortement influencé par le niveau de la réserve physiologique. Naturellement, on est des personnes qui vivent dans un tissu social. On s'entend que c'est extrêmement important la sphère sociale et c'est une source de besoin qui est particulièrement grand chez les personnes qui sont atteintes d'un cancer gynécologique. Ensuite, la dernière famille de besoins, c'est lorsqu'on a une image qui est altérée. On sait que tout ce qui est à connotation sexuelle peut être plus lourd sur la perception de soi-même. Et ça, il y a de nombreuses ressources qui existent. Si jamais vous êtes intéressé, je pourrais vous mettre des références de collègues qui ont des expertises sur l'image corporelle après et pendant un cancer gynécologique. L'idée de cette diapositive-là, c'est simplement de vous mettre en lumière qu'une réserve physiologique faible va emmener plusieurs besoins, mais que quand on a un besoin, vous voyez que c'est une image qui est en cercle et que chaque sphère est reliée à l'autre. Un problème physique, ça ne vient jamais seul. Ça vient souvent avec des complications qui vont toucher un peu l'ensemble des autres sphères. Donc, quand vous vivez avec une problématique, votre plan de contre-mesure va devoir prendre en considération l'impact sur les autres sphères pour être capable d'avoir la plus grande efficacité. Donc, ce qui m'amène à poser la question suivante. Est-ce que c'est possible d'améliorer la réserve physiologique? Vous voyez, ça, j'ai repris l'image qu'on a discutée tout à l'heure de qu'est-ce qui se passe de votre réserve physiologique pendant votre expérience de la maladie et des traitements. Et ici, je vous mets l'exemple d'un programme de contre-mesure qui découle de quoi? Des 60 dernières années de la littérature. Il faut savoir que je dis depuis tantôt un programme de contre-mesure, mais ce n'est pas un programme générique qui est une prescription identique à toutes les dames atteintes du cancer. C'est un programme qui est fait sur mesure en fonction de quoi? C'est quoi les problèmes qu'on s'attend? C'est quoi les problèmes qu'on a? Et ces problèmes-là, ils sont causés et aggravés par quoi? Et qu'est-ce qui existe comme stratégie en date d'aujourd'hui pour pouvoir les réduire ou, idéalement, les prévenir? Donc, oui, c'est possible d'améliorer la réserve physiologique, que vous soyez en cours de traitement ou après vos traitements. Cependant, il faut se poser la question, est-ce que c'est vrai pour tout le monde? On sait que la réadaptation, c'est une clé. Ce n'est pas la seule possibilité pour améliorer votre réserve physiologique, mais les données scientifiques nous disent que c'est parmi ce qui est le plus efficace pour augmenter votre réserve physiologique. Une bonne réadaptation, et là, vous voyez que je ne parle pas que de physiothérapie, mais bien de réadaptation, parce que dans certains cas, vous allez avoir besoin d'une nutritionniste, d'un travailleur social, d'un ergothérapeute, d'un psychologue, dépendamment de quel est le déterminant du problème. Mais une bonne réadaptation, ça prend un programme de contre-mesure. Il faut être dans l'action, pas attendre seulement que le problème arrive, mais de gérer qu'est-ce qu'on s'attend à avoir. Donc, la réponse à savoir, est-ce que dans votre cas, c'est possible d'améliorer votre réserve physiologique et de réduire certaines difficultés? La réponse, et ça, je l'ai mis en rouge, c'est ça dépend. Je ne peux pas vous donner une réponse pour vous parce que sans avoir eu une évaluation, un professionnel ne peut pas répondre de manière précise à cette question-là. Mais on va regarder ensemble, ça dépend de quoi? Ça dépend du temps, des causes, des facteurs aggravants, des comportements et des actions. Qu'est-ce qu'on entend par le temps? Il y a certaines complications qui, dans un moment donné du continuum, est réversible, mais que si on attend trop tard,
Le corps a manqué le train pour être dans une fenêtre de réversibilité et là, on va devoir vivre avec certaines complications. Prenons un exemple qui est très concret. Lorsqu'on a une neuropathie périphérique, donc je mets l'hypothèse que dans l'auditoire, tout le monde sait qu'est-ce qu'une neuropathie. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à l'écrire pour que ma collègue puisse me faire signe. Donc, quand on a une atteinte à cause d'une chimio à un nerf, bien, il y a une fenêtre pendant les traitements où la réadaptation est particulièrement efficace selon les données probantes. Mais si le symptôme ou le problème demeure dans le temps trop longtemps, que vos traitements sont terminés, qu'on est plusieurs mois, voire une année ou 2 après, et que le symptôme est encore là, il y a peu de chances qu'on soit capable de traiter ce problème-là parce que la fenêtre biologique où le nerf pouvait répondre, il est simplement passé. Et si on n'a pas la capacité biologique de répondre, bien, ça ne fonctionnera pas. Donc, le temps, super important. La cause. Souvent, on va utiliser un mot. Prenons l'exemple, la fatigue. Je suis certain que vous avez tous, à un moment donné, expérimenté une forme de fatigue importante suite à votre diagnostic ou vos traitements. Probablement que vous avez tous utilisé le même mot, mais que vous avez vécu des expériences différentes. Peut-être que l'une d'entre vous a vécu une fatigue causée par une anémie sévère où vous avez eu besoin d'une transfusion sanguine, alors qu'une autre personne va avoir eu une fatigue causée plus par des déterminants psychosociaux. On va regarder tout à l'heure le principe des déterminants et c'est ce que j'entends par les causes. Il y a certaines causes qui peuvent être réversibles, d'autres non. Donc, vous voyez que quand vous faites affaire avec un professionnel, c'est important que lui soit capable d'évaluer un peu ces facteurs-là pour être capable de vous faire un bon pronostic. Ensuite, des facteurs qui sont aggravants, des comportements et des actions. Pourquoi? Le but, ce n'est pas de vouloir être moralisateur, mais restons dans notre exemple de fatigue. La littérature scientifique nous dit qu'en absence d'une anémie où on aurait besoin d'une transfusion sanguine, la meilleure intervention, la plus efficace, la plus saine et la plus durable dans le temps pour se débarrasser de la fatigue, c'est une approche active, donc faire l'activité physique sous prescription. Disons qu'une personne dit je veux instaurer un mode plus actif, mais qu'on ne maintient pas ce comportement-là dans le temps, la fatigue ne sera probablement pas, disons, derrière vous. Donc, ça prend un seuil minimal d'implication pour être capable de gérer certaines complications. Maintenant, on va regarder ensemble les recommandations. Pour être capable de faire une présentation qui fait du sens, je vous ai regroupé 3 recommandations qui découlent de la littérature pour vous aider dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous allez voir qu'il y a certains conseils qui vont vous sembler intuitifs, mais vous allez voir que même si c'est intuitif, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit sur la réalité la plus habituelle dans nos cliniques et dans les bases de données scientifiques. Première recommandation, demandez de l'aide face à vos difficultés. Que ce soit parce que vous avez des problèmes musculaires, des problèmes de votre santé pelvienne, des problèmes d'ordre sexuel, des problèmes d'ordre psychologique, des problèmes articulaires, des problèmes de tolérance à l'effort, des problèmes d'engourdissement, picotement. Demandez de l'aide. Dans la littérature, ça, c'est une enquête nationale du Canada qui a été publiée en 2018 sur l'expérience du cancer qui a été réalisée auprès de 13 000 survivants d'un cancer. Donc, les personnes qui ont répondu à ça ont tous terminé leur traitement. Il n'y avait pas que des personnes qui étaient atteintes d'un cancer ovarien, mais le cancer ovarien représentait environ 10 % de l'échantillon. Donc, c'est quand même représentatif de la situation dans laquelle vous vous retrouvez. 51 % n'ont jamais demandé d'aide pour les difficultés qu'ils avaient nommées à leur situation, à leur famille par rapport à une situation.
Donc ça suppose que la personne est capable de nommer le problème, de l'observer et de se dire, je crois que ce n'est pas normal, mais il n'y a pas le pas suivant pour venir demander de l'aide. Le constat, une fausse croyance. Beaucoup de personnes avaient reçu comme information que c'était un problème qui était normal et qu'il n'y avait rien à faire. Vous savez, en oncologie, il y a beaucoup de problèmes qui sont fréquents, mais fréquent puis normal, ce n'est pas le même concept. Donc, je vous invite à avoir peut-être dans votre discours plus la pensée que c'est un problème qui est fréquent, mais de venir chercher de l'aide pour voir s'il y a des ressources pour vous aider. Les 49 % qui ont demandé de l'aide, qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Et ça, c'est une étude du gouvernement, donc ce n'est pas une clinique ou un centre de recherche qui a publié ça à proprement dit. Les gens ont déclaré vivre avec un niveau d'activité physique plus élevé, un meilleur niveau d'alimentation, meilleure qualité du sommeil, avoir des plans de gestion des symptômes, avoir une compréhension de leur situation de santé, vivre moins d'isolement social et avoir une meilleure qualité de vie. Vous savez, la qualité de vie, des fois, c'est abstrait, mais souvent, on va dire que la santé, ça devient une valeur à partir du moment qu'on l'a perdu et on réalise l'importance que ça a, mais c'est la même chose avec la qualité de vie. Il y a beaucoup de personnes en onco qui vont nous dire avoir su, il y a certains traitements que je n'aurais peut-être pas acceptés. La qualité de vie, c'est un élément qui est essentiel et il existe beaucoup d'approches par des approches de contre-mesure ou de la réadaptation qui sont particulièrement efficaces pour améliorer votre qualité de vie. Donc, demandez de l'aide parce que pour changer, il faut qu'on soit capable de détecter le problème et pour ça, il faut juste faire le prochain pas pour demander pour qu'une personne compétente puisse venir évaluer votre situation et vous guider dans une approche qui va vous aider à développer des outils. Deuxième recommandation que j'aimerais vous offrir. Agissez le plus tôt possible. Souvent, on entend dans la littérature puis dans le monde clinique, je vais attendre la fin de mes traitements avant d'aller en réadaptation. Il faut savoir que dans tous les textbooks, dans tous les articles, il y a un point commun. Le temps, c'est une composante qui est essentielle. Plus vous allez commencer votre réadaptation tôt, plus elle va être efficace. Vous avez peut-être entendu parler du concept de pré-réadaptation. Ça veut dire que entre votre diagnostic, on sait qu'au Québec, quand on a un diagnostic de cancer, peu importe le type de tumeur, on a 28 jours pour débuter les traitements médicaux. La pré-réadaptation, c'est dans ce 28 jours-là. C'est entre le diagnostic et le début des traitements. Il y a certaines personnes qui vont débuter leur traitement quelques jours après le diagnostic, donc ça devient non faisable, mais on garde en tête que dans la cible gouvernementale de 28 jours, il y a des choses qu'on peut faire. Pendant les traitements, si vous êtes dans un cycle de chimio, par exemple, que vous avez une chimio qui est prescrite aux 3 semaines, votre professionnel de la réadaptation, il sait que la première semaine, c'est la plus difficile pour vous et que la deuxième va être un peu mieux et que la troisième va être nettement plus confortable. Mais un bon plan de réadaptation va s'adapter à ce cycle-là pour être capable de vous permettre de progresser dans vos objectifs, même lorsque vous avez le pic des effets indésirables de votre chimio. Parce que c'est comme ça qu'on est capable d'instaurer un plan de contre-mesure. Les problèmes, ils sont fréquents, mais pas forcément normaux. Et ça, c'est un message clé. Je ne vous l'ai pas mis en jaune pour rien. C'est une barrière à la réadaptation. On a tendance à croire que parce que c'est fréquent, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas le cas. Donc, je vous invite à ne pas faire la confusion entre la fréquence et la normalité. Ensuite, il faut savoir qu'il peut y avoir des problèmes tardifs qui apparaissent, qui découlent des traitements que vous avez reçus. Quand je parle de tardif, la littérature a fait une stratification pour essayer de classer le temps. Des effets immédiats, c'est pendant que vous êtes en train de recevoir votre traitement. Immédiatement après,
c'est jusqu'à environ 6 à 9 mois, dépendamment du traitement concerné, après le dernier traitement. Donc, si vous avez eu une chimio qui a arrêté aujourd'hui et que vous avez un problème qui débute dans 5 mois, on va être dans la période immédiatement après. Et ensuite, la dernière phase, la phase tardive, c'est jusqu'à 5 ans après le dernier traitement que vous pouvez avoir l'apparition de certains symptômes tardifs. Ça vient de où un symptôme tardif? De la réserve physiologique qui a continué de baisser et que jusqu'à un moment où vous avez dépassé le point où l'organe concerné n'avait pas la capacité de faire son fonctionnement normal et vous avez un symptôme qui est le reflet d'un fonctionnement non optimal. Donc ici, je vous ai juste mis dans les symptômes comme la fatigue, la neuropathie, les problèmes cardio-respiratoires, les troubles inflammatoires chez les dames qui sont survivantes d'un cancer ovarien, les troubles inflammatoires, dont les problèmes articulaires particulièrement prévalents. Il faut se poser la question, c'est quand que ça se manifeste. Ici, je vous ai fait un tableau avec des X. Donc, on peut résumer ce tableau-là en disant que les problèmes qu'on voit fréquemment dans votre situation peuvent se manifester autant pendant qu'après que tardivement. Si vous expérimentez un problème 3 ans après votre dernier traitement, c'est possible que vous n'ayez pas le réflexe d'associer votre symptôme à « Ah, c'est peut-être une complication tardive de ma chimio ». Donc, c'est de plus en plus important de se sensibiliser à ça parce que si c'est une complication tardive d'une chimio, par exemple, ça change la façon de traiter le problème. Troisième recommandation que je vous offre. Il faut savoir ici qu'un problème peut être causé ou aggravé par plusieurs déterminants différents. Ici, là, tout à l'heure, on a parlé de la réserve physiologique. C'est un beau concept, mais qui peut être difficile un peu à comprendre. Donc, je vous offre un exemple très concret pour comprendre la notion que votre problème peut être causé par plusieurs déterminants. Ça, ici, il y a beaucoup de mots, mais voyez que chaque extrémité de la forme géométrique que vous voyez, c'est un problème, une complication. Quand vous êtes dans le vert, ça veut dire que la personne qui a été évaluée a eu un résultat qui était normal par rapport à son sexe, son âge et son ethnie. Plus vous vous approchez du rouge, plus le problème est important. Donc, on va prendre un premier exemple. On va prendre l'exemple de 2 patients. La première, et ça, c'est des vraies données de patients qui ont été anonymisées que j'ai moi-même évaluées. La première personne que vous avez vue par la toile d'araignée blanche pâle, c'était une dame atteinte d'un cancer ovarien qui nous consultait pour une fatigue importante. La deuxième dame, c'était également une dame qui était atteinte d'un cancer ovarien qui nous consultait pour une fatigue pathologique. Les deux nous ont consultés pour une fatigue. Vous voyez ici que les 2 dames ont un niveau de fatigue qui est sévère, qui est non fonctionnel dans ce cas-ci. Mais vous êtes capable de voir rapidement, sans être des experts dans les mots et dans les concepts qui sont dans cette figure-là, vous êtes capable de voir que les 2 personnes n'avaient pas juste de la fatigue. On avait des problèmes de capacité, des problèmes d'équilibre, des problèmes d'amplitude, des faiblesses musculaires. On voit déjà que le problème se situe dans une répercussion fonctionnelle peut-être un peu plus grand que la personne qui nous a consultés avait identifié initialement. Bon, nos 2 patients que vous voyez dans le haut, ils ont un problème similaire sur mon mot fatigue. Ça nous permet de quantifier le problème, mais est-ce que ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui cause cette fatigue-là? À ce stade-ci, non. Donc, allons un peu plus loin ensemble si vous voulez. Ça ici, ce que vous voyez en bleu, et ce n'est pas important pour la présentation d'être des experts de chaque concept qui sont dans les extrémités, mais vous devez savoir ici que c'est des déterminants de la fatigue, comme un déterminant qui est particulièrement important dans votre situation,
parce que les cancers ovariens sont connus pour avoir un état inflammatoire particulièrement élevé sur le long terme. C'est une source de fatigue, l'inflammation. Regardons comment les deux dames que je vous ai présentées se comportent dans ce graphique-là. La première dame, vous voyez ici que sa fatigue était principalement causée par des problèmes cardio-respiratoires. Notre approche a permis de détecter une complication cardiaque qui était passée sous silence et qu'avec nos collaborateurs en médecine, en cardiologie, la patiente a pu obtenir le traitement qu'elle avait besoin pour régler la complication tardive qui était cardiaque et qui était la cause principale de sa fatigue. En raison de son problème cardiaque, elle avait développé un problème musculo-squelettique important qui se traduisait entre autres par une réduction d'activité physique. La deuxième dame, elle, vous voyez ce qu'elle avait ici. On avait un profil inflammatoire, une réduction de l'activité physique, des troubles du sommeil et des facteurs psychosociaux qui étaient particulièrement importants pour cette personne-là. Donc, quand vous regardez les images, un peu les deux toiles d'araignée, on est capable de dire que la patiente 1 n'a pas une fatigue qui est causée par les mêmes facteurs que la patiente 2. Donc, par conséquent, si on a des déterminants différents, oui, on a utilisé un même mot, la fatigue. Les deux avaient un problème de fatigue similaire, mais ils avaient des déterminants différents. Donc, ça veut dire que la façon d'aider la personne, la façon de traiter, la façon de faire son plan de contre-mesure est complètement différente. La première a été traitée en cardiologie et l'autre plus dans le domaine psychosocial. Le mot-clé là-dedans, c'est que les déterminants font en sorte qu'un problème ou l'expérience d'un problème entre vous et votre collègue qui a le même problème de santé peut être complètement différent. Donc, quand on se compare à savoir qu'est-ce que vous avez fait pour réduire votre fatigue, réduire votre douleur, améliorer votre santé pelvienne, bien, si on ne prend pas en considération les déterminants, vous allez comparer des pommes avec des oranges. Donc, c'est particulièrement important de savoir qu'un même problème peut être causé par plusieurs facteurs. Et ce qui m'amène à faire une petite parenthèse pour les aidants naturels. Parfois, ça peut être difficile de bien comprendre les déterminants. Quand on a, disons, la fatigue ou une douleur chronique qui perturbe dans le temps, on peut avoir l'impression que la personne n'est pas suffisamment en charge d'elle-même et on peut induire, sans le savoir, un stress inutile à la personne qui vit une problématique, mais qui est amplifiée par, entre autres, des facteurs qui peuvent être d'ordre sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà un sentiment d'être potentiellement un fardeau pour leur aidant naturel et ça devient un facteur psychosocial qui peut amplifier les symptômes de fatigue ou de douleur chronique, entre autres. Comme mot de la fin, avant qu'on ouvre dans la période de questions, quand on regarde la réadaptation, dans laquelle la physiothérapie est incluse, regardez l'évolution. En rouge, vous allez avoir un peu l'évolution de la réserve physiologique que je vous ai parlé, mais comment la personne va pouvoir s'en sortir. On est stable pendant les traitements, avant les traitements. Pendant les traitements, on va avoir un déclin et habituellement, on va avoir une reprise de la réserve physiologique et la capacité fonctionnelle qui va augmenter chez les survivants. Regardons maintenant ce que la littérature nous dit. Et on peut avoir des améliorations qui vont jusqu'à 75 % dans les cohortes, parce que moi, je suis un chercheur, même si on a une clinique, je suis essentiellement chercheur. Quand on compare à nos groupes contrôle, fatigue, neuropathie, problème cardiaque, on est dans deux populations complètement différentes quand vous avez de la réadaptation versus non de réadaptation. Mais bref, vous voyez qu'on a une capacité dans la phase avant les traitements d'améliorer certaines composantes clés de la réserve physiologique. Ça va être quoi les composantes? Je sais que ça peut être abstrait, mais si vous avez une chimio cardiotoxique qui s'en vient dans 4 semaines,
votre pré-réadaptation va viser que la composante cardiaque parce qu'on va vouloir que votre système soit à son meilleur avant de débuter la phase où il va avoir une agression plus forte. Vous voyez, quand vous êtes en réadaptation pendant les traitements, il y a un déclin. C'est normal parce qu'il y a une toxicité liée au traitement. Mais regardez ici que la ligne bleue versus la ligne rouge, ça fait un univers de différence. Ça peut faire la différence entre une mère qui peut maintenir ses rôles parentaux, une travailleuse qui maintient sa capacité d'emploi, une personne qui maintient une certaine qualité de vie pendant cette épreuve-là. Et regardez après, dans certaines études, on est capable de revenir à l'état quasi similaire de avant la maladie. Donc, la réadaptation, ça sert à mieux vivre avec les séquelles aiguës, tardives et à long terme. Lorsque le problème peut être réversible, on a des approches qui vous aident, qui vous soutiennent vers ça. Lorsqu'on est dans la phase où ça ne peut pas être réversible, il y a des approches qui vont vous permettre de pallier, donc d'apprendre à vivre avec la situation de handicap. Le but est toujours d'améliorer votre rendement fonctionnel pour préserver au maximum votre réserve physiologique, votre autonomie et au final, améliorer votre qualité de vie. Donc, j'ai utilisé 50 minutes, je crois, top chrono pour vous faire un peu un topo des avantages de la réadaptation. Volontairement, je n'ai pas été précis sur un type de problème parce que j'ai voulu rester plus macroscopique, mais si vous avez des questions sur certaines complications particulières, n'hésitez pas à me questionner, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette présentation très informative. Effectivement, on a quelques questions pour toi. Donc, premièrement, est-ce que les problèmes physiques tels que les courbatures, douleurs musculaires sont irréversibles? Sinon, que pouvons-nous faire pour y remédier? Bien, en fait, là, cette réponse-là, je vais commencer par une réponse de politicien. Ça dépend, parce que pour vraiment répondre de manière rigoureuse, de manière éthique, puis de manière professionnelle, ça prend une évaluation parce que les symptômes peuvent être causés par plusieurs phénomènes différents, comme je vous disais tout à l'heure. Habituellement, les symptômes musculo-squelettiques, les douleurs aux articulations, les douleurs musculaires, la perte de masse musculaire, si on est en absence de métastase, qu'elle soit d'ordre abdominal, parce qu'on sait que cancer ovarien, les métastases sont plus dans l'environnement abdominal habituellement, abdominal ou osseux, si on est en absence de ces deux phénomènes-là, habituellement, je souligne le mot habituellement, ces symptômes-là sont souvent réversibles, mais vous devez, avec une prise en charge. C'est rare que ces problèmes-là vont arrêter comme par magie. Ce qu'on sait aussi, ce qui peut être intéressant, si vous avez une rencontre avec votre médecin de famille ou si vous êtes pendant vos traitements avec votre infirmière pivot, de demander un bilan inflammatoire dans votre prise de sang. Parce que souvent, les problèmes inflammatoires restent élevés, mais dans une petite, au lieu d'être, imaginons une échelle de 0 à 100 sur l'augmentation de l'inflammation, pendant les traitements, des fois, on va atteindre 100, mais chez les survivants, on peut atteindre 20. Mais 20, ça fait une inflammation chronique qui a tendance à créer des effets qui vont être sur le plus long terme. Donc, ça peut être bien de venir demander un bilan inflammatoire et si c'est oui, il y a une médication qui peut venir avec ça. Merci pour ta réponse. Je passe à la prochaine question. Est-ce que la physiothérapie peut aider à redonner une souplesse aux orteils, à éliminer la sensation de rétrécissement de l'enveloppe des orteils? Sensation de rétrécissement. Sur la souplesse, si c'est un problème de souplesse pure et dure, qu'on soit pendant, après, même en soins palliatifs, la réponse est assurément oui.
Maintenant, il faut juste savoir, est-ce que la sensation décrite, c'est vraiment un problème de souplesse ou c'est des symptômes d'une douleur neuropathique ou d'une neuropathie périphérique qui n'a pas été pris en charge? Donc, si c'est une neuropathie périphérique, parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui peuvent être difficiles à décrire, hein, ce n'est pas que des picotements, des engourdissements. Ça va dépendre, le symptôme est là jusqu'à quand, ça dépend de qu'est-ce qui l'a causé. Si je vais donc faire une réponse avec un scénario que oui, c'est réversible. Si c'est réversible, il va falloir qu'on trouve, est-ce que vous avez un problème mécanique qui entretient ça ou on est dans un problème purement neurologique? Si on est dans un problème neurologique, donc une neuropathie, et que là, on est rendu au stade irréversible, maintenant, on va trouver des stratégies sur comment pallier pour que ce problème-là n'ait aucun impact ou le moins d'impact négatif sur votre capacité fonctionnelle, sur votre autonomie, et que quand vous bougiez, vous ayez le moins de douleur ou d'inconfort possible. Merci pour ta réponse. Je vais en prendre deux autres. Donc, la prochaine est: qui peut nous évaluer pour avoir un programme de contre-mesure et est-ce que mon physio peut le faire? En fait, le physio, par excellence, les programmes de contre-mesure, surtout ce qui est la sphère physique, habituellement, c'est le physio qui doit faire ça parce qu'on est dans des situations qui sont instables. Habituellement, quand je parle d'instable, je ne suis pas en train de dire qu'on est à l'article d'un problème. On n'a pas forcément besoin d'une hospitalisation, mais c'est une condition qui change rapidement, donc ça nous prend des outils d'évaluation. Le physio est capable de faire ça, sauf que c'est une expertise comme ce n'est pas forcément le physio généraliste qui va être à l'aise à faire ce principe-là. Comme moi, par exemple, je ne serais pas à l'aise à faire de la physiothérapie chez l'enfant pédiatrique. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des connaissances en pédiatrie, mais ce n'est pas mon champ d'expertise. Donc, il faut juste être sûr que votre physio soit à l'aise et ait des connaissances en onco, mais c'est la personne qui est la plus indiquée. D'ailleurs, quand on est dans un antécédent ou pendant un cancer, vous allez voir que habituellement votre physio va vous poser ou va vous faire remplir des questionnaires pour dépister des problèmes autres que physiques, soit sexuels, soit psychosociaux et spirituels. Ce n'est pas parce qu'on veut faire le travail de nos collègues, c'est qu'on veut identifier dans un problème qui peut être influencé par d'autres facteurs. Est-ce qu'on aurait besoin de venir chercher un de nos collègues avec votre consentement, disons, soit en psychologie, soit vous offrir un soutien par un groupe de soutien, un groupe, je ne sais pas quel autre terme que groupe de soutien, là, de personnes qui vont… Oui, un groupe d'entraide, merci. Ça me faisait une drôle de phrase. Pour essayer de donner un sens à quelque chose qui n'a pas de sens, parce que le cancer, ça n'a pas de sens. Ça remet en doute beaucoup de choses, beaucoup de questionnements, mais ça, ce questionnement-là peut avoir un impact particulièrement grand sur des symptômes comme la fatigue et la douleur. J'ai un projet de recherche où les résultats ne sont pas publiés encore, donc je vous donne une petite primeur. En cours de chimio, chez l'adulte, clientèle mixte, donc ce n'est pas que cancer ovarien. Dans cette étude-là, on a très peu de dames que le type de cancer qu'on discute aujourd'hui, mais 40 de ceux qui, pendant la chimio, vivent une fatigue pathologique ont un problème spirituel qui nécessiterait une prise en charge. 40 Et il n'y a rien de religieux dans ce que je dis, là. Je parle de la quête du sens, d'être capable de se projeter dans l'avenir, être capable de voir les autres dimensions de la spiritualité. Mais 40 imaginons qu'on veut vous donner un traitement pour la fatigue dans cette cohorte-là et qu'on exclut ça. Ben moi, je ne peux pas avoir une efficacité supérieure à 60 si je ne traite pas, si vous n'avez pas la ressource pour le 40 qui manque. C'est super intéressant. Je vais prendre une dernière question. Pourquoi on ne nous parle pas de réadaptation lorsqu'on est diagnostiqué, sachant qu'il y a plein de façons de gérer ou de mieux traiter les effets secondaires au traitement?
En fait, j'adore votre question. C'est un grand problème chez les professionnels de connaissance. Souvent, je vous disais, vous avez vu que volontairement, j'ai fait de la répétition sur un concept, que fréquent et normal, ça ne veut pas dire la même chose. D'un point de vue des professionnels de la santé, comme il y a beaucoup de personnes, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas compétentes, pas du tout, c'est simplement parce que dans leur plan de formation, il y avait peu ou pas d'éléments de réadaptation, donc ce n'était pas dans leur culture de réfléchir à ça. Il y a aussi que, quand on regarde chez les médecins spécialistes, qu'est-ce qu'ils suivent à long terme? C'est beaucoup d'ordre biologique, d'ordre lié aux complications. Est-ce qu'on a une récidive? Est-ce que les imageries sont belles? Est-ce que mes marqueurs tumoraux ont évolué? Mais très peu sur les complications. Et là, quand on parle de réadaptation, c'est dans les suivis où on s'intéresse plus aux complications, aux contre-coups, qu'on voit et qu'on va venir sensibiliser la personne dès le départ à venir chercher l'aide le plus efficace. Mais on veut changer les choses. Moi, j'ai eu des rencontres avec le ministère à ce sujet-là. On vient de créer un nouveau réseau francophone en réadaptation oncologique pour améliorer l'accès, pour que les services soient gratuits, publicisés et qui soient inclus systématiquement dans les continuums. Ce n'est pas demain la veille, mais pour la première fois, il y a un regroupement de la majorité des acteurs en réadaptation qui travaillent dans cette voie-là. Donc, c'est une piste pour l'avenir. C'est certainement un bon début. Ben voilà, c'est tout le temps qu'on a ce soir. Est-ce que Sébastien, tu aurais peut-être un mot de la fin ou quelque chose que tu aimerais dire à ceux et celles qui nous écoutent, soit aujourd'hui ou en différé plus tard? En fait, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est pas. Ben, d'abord, je veux vous dire merci. Vous êtes là, c'est déjà un signe que vous êtes dans un processus où vous voulez changer. Mais c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de ne pas accepter le statu quo parce qu'il existe beaucoup plus de ressources. Peut-être que dans cette présentation-là, je ne vous ai pas donné les mots, je ne vous ai pas donné les ressources que vous recherchez, mais j'espère que j'aurai suscité simplement la petite flamme pour aller voir votre professionnel de la santé dans lequel vous avez confiance. Il va vous donner des ressources. Il en existe beaucoup plus. Ne maintenez pas une douleur, ne maintenez pas une faible capacité fonctionnelle et n'attendez pas. Comme ça, vous allez préserver ou améliorer votre qualité de vie et c'est autant important que la durée de la vie, sinon plus. Très bien dit. Je pense que ça clôture bien la présentation de ce soir. Donc, merci beaucoup, Sébastien, d'avoir partagé avec nous tes conseils et ton expertise. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres ce soir. Vos commentaires sont extrêmement précieux pour nous. Donc, je vous demanderai de prendre quelques minutes pour remplir un court sondage sur la conférence de ce soir. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et en fait, en répondant aux commentaires, ça nous aide à façonner les futures conférences. C'est ça. Et puis, finalement, je vous invite à nous rejoindre le 14 mars prochain où on va accueillir Sophie Reiss qui nous parlera de son expérience avec les casques réfrigérants, qui est une méthode qui peut réduire, selon certains cas, le risque de perte de cheveux. Donc, vous trouverez plus d'informations à ce sujet-là sous peu sur notre site Internet. Au nom de toute l'équipe de Cancer de l'Ovaire Canada, je vous remercie encore une fois de vous être joints à nous ce soir et je vous souhaite une excellente soirée et une bonne nuit. Donc, merci à tous. Je vous mets le lien dans le chat à l'instant. Et merci encore, Sébastien, pour ton temps aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bonne soirée à tout le monde.